Bonjour les spé, j'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, je vais terminer ce chapitre sur les médias, la censure et la liberté de la presse en traitant le cas de la guerre du Vietnam. Alors avant de m'intéresser à comment les médias vont traiter de la guerre du Vietnam, vont montrer à la télévision ou sur un journal la guerre du Vietnam, je vais vous évoquer ses causes, les origines du conflit en gros. Alors, lorsqu'en 1954, donc les Français quittent la colonie d'Indochine qui devient du coup le Cambodge, le Laos et les deux Vietnams, parce qu'à ce moment-là on a deux Vietnams, et on se trouve avec cette carte là à gauche, où tout en haut vous avez en rouge le Vietnam du Nord qui est communiste, qui est dirigé notamment par Ho Chi Minh, qui est l'allié de l'URSS, et au sud vous avez donc un Vietnam du Sud logiquement, qui lui est capitaliste, qui est l'allié des Américains. Donc on retrouve une situation qui est proche de la Corée. Et ce qui se passe, c'est que au sud, vous avez des taches bleu clair. Ces taches bleu clair, ce sont des zones de guérilla communiste, où des rebelles, soutenus par le Vietnam du Nord, entretiennent l'insécurité à l'intérieur du Vietnam du Sud. D'accord ? Alors les États-Unis soutiennent au départ discrètement le Vietnam du Sud, ils envoient de l'argent, des armes, des commandos. Puis à partir de 1964, ils s'engagent directement dans le conflit en envoyant des Marines. Ils vont avoir jusqu'à 500 000 hommes qui combattent les Viet Cong, c'est-à-dire les rebelles communistes, au Vietnam du Sud. Le tournant, c'est 1968 avec l'offensive du Tet, qui est une victoire psychologique des communistes, où ils montrent en gros aux Américains que jamais ils arriveront à réinstaurer la paix au Vietnam du Sud, jamais ils n'arriveront à vaincre la rébellion communiste. Enfin, les États-Unis partent en 1973 et les deux Vietnams sont réunifiés par la force sous le joug des communistes en 1975. Donc ça, c'est le contexte, c'est l'arrière-plan politique et militaire, d'accord ? Maintenant, donc nous on va voir comment les médias traitent cette guerre. Une dernière chose avant d'aborder l'information et les médias, sachez qu'en 1964, lorsque les Américains décident d'intervenir au Vietnam, ils prétextent un incident, c'est-à-dire une attaque qui aurait eu lieu contre deux destroyers américains au large du Vietnam du Nord. En fait, là, pour une fois, il y a bien un vrai complot. C'est prouvé, Hérodote, c'est un site tenu par des chercheurs, par des professeurs d'histoire qui est on ne peut plus sérieux, c'est même une revue scientifique. Et en fait, lorsque les Américains ont dit oui, les Nord-Vietnamiens nous ont tiré dessus, ils nous ont agressés, c'était plutôt l'inverse. Vous voyez, on nous dit les équipages des navires concernés nieront plus tard la réalité de cette agression. Dans les faits, dès le 30 juillet 1964, des vedettes sud-vietnamiennes couvertes par deux destroyers, avaient délibérément attaqué des navires de pêche nord-coréens et même bombardé deux îles. Donc attention, pour le coup, là, il y a bien un petit peu de machination. En gros, cet incident du golfe du Tonkin qui est pris par les États-Unis comme un casus belli, c'est-à-dire un déclencheur de conflit, il y a bien une sorte de complot pour le coup, un prétexte pour intervenir au Sud-Vietnam. Donc comment se sont comportés les médias américains avec cette guerre du Vietnam ? C'est ce qui est expliqué par ce texte. Alors je vous laisse un petit moment pour le lire. Alors moi j'enchaîne pour pas que ma vidéo dure 15 minutes. Parmi les phrases importantes, donc on trouve quoi ? On dit que il n'y a pas vraiment eu de censure de la part des États-Unis vu qu'il s'agissait donc, il s'agit toujours d'ailleurs d'une démocratie. Cependant, l'armée va pouvoir les influencer, ces journalistes. S'il n'y a pas de censure officielle, ça ne veut pas dire que l'armée joue le jeu à 100%. On nous dit cependant les journalistes devaient obtenir une accréditation et un véritable ministère de l'information locale fut mis en place, chargé de fournir des informations officielles à la presse via des conférences de presse quotidiennes.
Vous doutez bien que si l'armée se transforme un petit peu en agence de presse et qu'elle donne des informations aux journalistes, eh ben, elle va les orienter, ces informations. Elle va bien mettre en valeur les informations qui vont dans son sens et plutôt taire les faits et les informations qui sont en défaveur des États-Unis. Donc, l'armée tient un moyen d'influencer les journalistes par ses conférences de presse, par ce ministère d'information locale. Et donc les journalistes peuvent enquêter, faire leur travail, prendre des photos, mais concrètement, ils le font qu'à moitié. Vu qu'on nous dit, les correspondants américains qui étaient plus nombreux étaient surtout là pour parler des GIs. Le conflit et le sort des Vietnamiens ne les intéressaient que très peu. Donc du coup, vous avez des journalistes américains qui certes peuvent circuler Vietnam du Sud, prendre des photos et faire des interviews, mais ils vont pas questionner le conflit à fond, ils vont pas traiter de tous les aspects du conflit, et puis ils vont surtout se concentrer sur la vie des GIs. GIs, c'est donc les soldats américains. Donc, du coup, certains aspects de la guerre, les massacres de civils, les bombardements qui brûlent des villages ou qui tuent des civils, ça, on va pas trop en parler. Et puis, savoir si finalement l'armée américaine remporte des victoires ou plutôt des défaites ou des batailles qui sont ni l'une ni l'autre, ça, ils ne vont pas trop questionner le conflit à ce niveau-là ou en parler. Ils vont parler, encore une fois, de la vie quotidienne des GIs. Ce sera un point de vue du coup assez étroit, assez fermé. Pour preuve, donc, cette photo qui montre un interview réalisé en 1970 par la NBC, qu'est-ce qu'on montre ? On montre là un groupe de soldats qui sont en train de fumer, qui rigolent, qui ont l'air de bien s'amuser, et on montre donc des GIs, qui n'ont pas l'air d'être traumatisés par la guerre du Vietnam. Là encore, la population sud-vietnamienne, on va pas franchement l'interviewer. Dans la même idée, on a ce texte qui vont donc nous montrer que la presse, les médias, la télévision, vont quand même plutôt défendre la guerre et défendre le gouvernement des États-Unis plutôt que de critiquer leur posture. Je vous laisse aussi là un moment pour le lire. Là aussi, je me dois d'enchaîner. Alors, vous avez donc à la ligne 4, l'image positive donnée de la guerre dans les premières années va s'y maintenir bien après cette évolution. Donc ça vous confirme encore une fois que les médias américains vont surtout défendre la guerre et défendre les États-Unis, mais pas trop la critiquer. Après, vous avez, mais la télévision finit par suivre le mouvement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand même, elle montre que cette guerre, elle va pas être gagnée et qu'elle n'atteint pas ses objectifs. Donc on nous dit, pourtant, même dans les dernières années, la télévision ne s'oppose jamais franchement à la guerre, les journalistes n'adoptent que rarement une position ouvertement critique. Donc on voit là des journalistes quand même assez complaisants, ou en tout cas très patriotiques, et surtout à la fin, ils vont dire, en gros, la guerre n'atteint pas ses objectifs, c'est ce qui est indiqué à la fin du texte, mais ils vont pas rentrer dans le vif du sujet en disant la guerre a fait des morts, la guerre a tué des civils, la guerre a servi à rien, la guerre a causé des destructions. Je pense notamment à l'agent orange qui était un produit chimique que les Américains ont déversé sur la jungle pour dégommer des centaines et des centaines d'arbres, qui a été une atteinte à l'environnement très importante. Ça on n'en parle pas trop. Donc on parle pas trop des sujets qui fâchent. Alors, du côté États-Unis, on a beau être dans une démocratie, donc l'information est assez partiale, assez orientée, on l'a vu, mais côté nord-vietnamien, c'est pas mieux, voire même encore pire. C'est-à-dire que si l'influence est un petit peu cachée aux États-Unis, au Nord-Vietnam, c'est de la propagande pure et dure qui n'y va pas dans la dentelle, si vous voulez, qui va pas dans la subtilité. Là, par exemple, vous avez une affiche qui nous montre 34 forteresses volantes, donc c'est des gros bombardiers B-52, ont été descendus par l'armée populaire
Donc l'armée populaire du Nord, c'est donc l'armée communiste du Nord-Vietnam. Nixon attrape la migraine. Bon, ces chiffres déjà sont globalement exagérés systématiquement. Et vous voyez, voilà Nixon, voilà qui semble avoir mal à la tête, hein, qui se met la main à la tête. Donc côté Nord-Vietnam, c'est de la propagande pure et dure, pas très subtile, bête et méchante. C'est encore pire, si vous voulez, que l'information aux États-Unis. Alors, de ce que je vous dis, vous avez l'impression que les médias américains, finalement, n'ont pas joué leur rôle. Bah, quand même. Ils vont quand même parfois déterrer des sujets délicats, déterrer un petit peu les cadavres du placard. Par exemple, c'est cette photographie qui va faire le tour du monde. Donc, c'est la photographie, on vous le dit, donc d'un village qui a été bombardé au napalm par erreur par l'aviation sud-vietnamienne. Donc le napalm, c'est un liquide inflammable, hein. C'est un liquide qui est là pour créer des incendies. Et vous voyez une situation qui est terrible, vraiment terrible. Déjà, cet enfant à gauche a vraiment le visage de la terreur, de l'horreur. Au centre, vous avez donc cette fille, Kim Phuc, qui est toute nue, qui a les bras en croix, tel le Christ, qui a l'air de souffrir le martyr. Puis vous savez, les enfants, c'est innocent, ils ont rien demandé, ces enfants. Donc vraiment, cette photo est terriblement choquante. Choquante aussi parce que les soldats autour n'aident pas ces enfants. Ils ont l'air d'en avoir rien à fiche. Ils vont pas leur porter secours. Donc à droite, là, en rouge, on nous dit qu'il y a des soldats sud-vietnamiens, qu'à droite, c'est un photographe américain du magazine Life. Ce photographe, il préfère prendre des photos plutôt que s'occuper des enfants. Donc cette photo, est choquante vraiment à plus d'un titre, est traumatisante, est une des photos les plus célèbres du XXe siècle. Donc son auteur, il s'appelle Nick Hutt, et sa photo, donc je vous disais, va faire donc le tour du monde, et elle va même être tellement célèbre qu'il va avoir donc un prix de journalistique, le prix Pulitzer de 1973. D'accord. Et du coup, vous avez donc des médias qui parfois vont montrer la réalité de la guerre, c'est-à-dire l'horreur, les destructions, les victimes, les morts, les massacres, les incendies de villages, etc., etc. On va pas avoir 100% des journalistes qui sont complaisants et complices du gouvernement américain. De même, vous voyez ce qui est précisé ici, la publication par le New York Times d'un document ultra secret révélant que l'engagement américain remonte bien avant 1964 à l'effet d'une bombe. Donc là, on voit donc que le New York Times fait un travail d'investigation, il déterre des secrets, et il montre que les États-Unis, ils étaient au Vietnam, ils faisaient des actions militaires au Vietnam bien avant 1964, donc ça, le public américain l'ignorait, et il a l'impression d'être trompé, d'être manipulé, d'être roulé dans la farine, et du coup qu'on lui a caché des choses. Donc vous avez quand même une partie des médias américains qui fait de l'investigation, qui fait un travail sérieux, et qui ne va pas forcément dans le sens du gouvernement américain, d'une guerre du Vietnam qui est légitime, d'une guerre du Vietnam qui apporte la victoire, et d'une guerre du Vietnam qui est utile et nécessaire. D'accord ? Alors, du coup, les Américains, au départ, sont totalement pour la guerre du Vietnam, hein, vous voyez 24% en 1965. Alors les chiffres, je les ai recopiés manuellement sur un manuel scolaire de première. En 1968, vous avez plus que 53% des Américains qui sont... non, pardon, j'ai mal formulé ma phrase. En 1968, vous avez 53% des Américains qui sont contre. Donc là, la majorité des Américains commencent à être contre. Puis en 1972, ça monte quand même à 60%. Donc vous voyez que progressivement, l'opinion publique américaine va se retourner. Au départ, elle est pour la guerre, à la fin, elle est contre ce conflit, qu'elle juge négativement et qu'elle juge inutile. Et c'est ça qui va forcer les États-Unis à évacuer le Vietnam en 1973. D'accord ? Alors, ce changement d'opinion publique américaine, du coup, vous l'aurez compris, c'est pas que les médias qui l'ont provoqué, c'est aussi simplement les morts, et puis l'idée d'un conflit qui mène nulle part, quoi. D'un conflit où la victoire arrive jamais et qui mène nulle part. D'accord ?
Voilà, alors si vous voulez vous entraîner, synthétiser ces informations sur le Vietnam, vous pouvez le faire sous forme d'un schéma fléché comme ça. Donc vous pouvez mettre par exemple, soit dans les cadres rouge, bleu et vert, soit vous mettez la presse et la télé, soit vous mettez côté américain, côté nord-vietnamien, et puis côté opinion publique. Vous avez plusieurs combinaisons possibles. Du coup, en conclusion de ce chapitre sur la censure et la liberté de la presse, le contrôle de l'information. Voilà ce que je vous ai mis en synthèse. Donc la censure peut être le fruit du gouvernement, mais aussi de grands groupes économiques. On l'a vu dans le cas de Havas, l'agence de presse. Ce dernier point est toujours d'actualité, comme nous le prouve l'exemple de Vincent Bolloré. Je fais référence à l'affaire avec Spécial Investigation et les guignols de l'info de Canal+, qui sont passés en crypté pour être censurés. Et concernant Spécial Investigation, c'est un reportage qui portait sur le Crédit Mutuel, qui était donc des collaborateurs de Vincent Bolloré, patron de Canal+. Le chercheur David Collomb de Sciences Po Paris précise également que l'autocensure des journalistes français est bien plus grave que la censure elle-même. Je vous renvoie à son livre qui est sur l'histoire de la propagande, un ouvrage exceptionnel. Il nous dit bien que l'autocensure est bien plus grave que la censure elle-même. Il cite des exemples. Les atteintes à la liberté de la presse peuvent prendre des formes très variées. En gros, vous n'avez pas que la censure, vous avez des moyens plus ou moins visibles, des moyens plus ou moins variés. Il peut y avoir donc la fermeture d'un journal, la nationalisation comme pour Havas en 1940, le bûcher des livres qu'on appelle des autodafés, le licenciement de certains journalistes qui dérangent. Vous pouvez aussi leur enlever leur accréditation pour suivre les membres du gouvernement, l'assassinat parfois, l'intimidation et la menace, la non-diffusion d'un article, un article est créé et rédigé mais il n'est pas diffusé, l'arrêt des subventions ou du financement d'un média, voire dans certains cas le piratage d'un site web. Je pense par exemple à Daesh qui avait piraté TV5 Monde. D'accord ? Dans tous les cas, même en France, même dans une démocratie, la liberté de la presse n'est jamais acquise définitivement. Les pouvoirs, les hommes puissants, ne renoncent jamais à influencer la presse et donc l'opinion publique. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt.